C'est un grand honneur d'accueillir ici, à Crédera, le Cheikh Bentounès et de brosser son portrait. Quelques minutes pour résumer 40 ans. Leader spirituel, reconnu dans le monde entier, initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébré la première fois le 16 mai, adopté par l'ONU à l'unanimité des 193 pays. Depuis 1975, le Cheikh Bentounès est le 44e guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia d'Arkavia Chadilia, qui remonte au prophète de l'islam. Il est né à Mostaganem en Algérie. Il a reçu une éducation traditionnelle à la Zawiya, lieu d'enseignement soufi dont son père, le Cheikh Hadj Mehdi, était le directeur et le guide spirituel. En 2014, l'UNESCO a rendu hommage à son arrière-grand-père, le Cheikh Al-Alawi, considéré par certains comme un saint soufi du XXe siècle, pour le 100e anniversaire de la création de son école soufie de convivialité et de tolérance. Depuis plus de 40 ans, le Cheikh Bentounès parcourt le monde afin de transmettre à travers une spiritualité vivante la culture de paix pour construire la société du vivre ensemble. Homme de paix, homme de dialogue, il est très impliqué dans le dialogue interreligieux. Il est cité comme référence de dialogue avec l'islam par le DIM, le dialogue interreligieux monastique. Soucieux de la protection de l'environnement, il a créé une fondation pour le développement durable en Algérie. Le Cheikh Bentounès est aussi très concerné et engagé pour l'égalité entre femmes et hommes. J'aimerais vous lire une citation de son allocution lors du Congrès international féminin Parole aux femmes qu'il a mis sur pied en 2014 en Algérie et qui a rassemblé 3200 personnes. Les valeurs féminines d'amour, de paix et de coopération sont les graines qu'il faut semer pour créer le monde de demain. Sans les femmes et ces valeurs, la culture de paix ne pourrait s'établir. Membre fondateur du Conseil français du culte musulman, président d'honneur de Aïssa ONG International, fondateur des Scouts musulmans de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, fondateur de l'association Thérapie de l'âme, président fondateur de la fondation Adlania qui œuvre pour la préservation du patrimoine et la culture de paix. Le Cheikh Bentounès a reçu plusieurs prix et distinctions en lien avec la paix. Demain, il va s'envoler pour le Canada où il recevra le premier vice pour la paix. Auteur de plusieurs livres, c'est avec plaisir que nous allons partager la présentation de votre nouvel ouvrage, Islam et Occident, plaidoyer pour le vivre ensemble. Cheikh Bentounès, nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Merci beaucoup. C'est allumé. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Tout simplement la vérité de comment ce livre est né. Vous savez, un livre, c'est comme un enfant. On le porte et il met un temps à devenir mature. Et ce livre, il m'a fait souffrir parce qu'à chaque fois que je le relis, je barre des lignes, des pages et je refais. Ça a été un véritable combat avec moi-même. Faut-il faire sortir ce que je pense moi nécessaire, parce qu'une thérapie, c'est pas de dire des choses qui vont dans le sens de plaire à tout le monde. C'est des fois des choses qui déplaisent, mais il faut le dire pour qu'on puisse prendre conscience. Donc,
vous m'excuserez si vous trouverez peut-être quelques lignes ou quelques phrases qui sont gênantes ou qui sont blessantes. L'intention n'était ni pour blesser, ni pour critiquer négativement qui que ce soit, mais de dire des vérités qu'il est temps de dire aujourd'hui parce qu'elle engage l'avenir de l'humanité. C'est comme ça qu'est né ce livre. Et puis c'est aussi le gage d'une espérance, parce que là, on vient de vous dire que donc cette journée internationale du vivre ensemble en paix a été aujourd'hui validée et reconnue par 193 pays, 193 pays, comme vous dites ici. Et aujourd'hui, le pari n'est pas gagné. Avoir une journée, c'est une belle chose, même si elle a été fêtée, effectivement, le 16 mai, ça a été un grand étonnement pour moi, quand 5 mois après, il y a eu autant de personnes, autant de peuples, autant de pays divers. Ça a été à Tokyo, ça a été à Jakarta, à Sumatra, à Sulawesi, à Istanbul, en Turquie, en Asie centrale, à Tbilissi, donc à New York, en Amérique latine, à Bogota, en Afrique, dans plusieurs pays, dans l'Algérie. Il y avait pratiquement tout le pays qui était dehors, et notamment la jeunesse, pour fêter cette journée et y adhérer pleinement. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a des pays qui aujourd'hui ont opté pour la culture de paix. Je prends comme exemple le Canada, par exemple, qui a mis un budget de 50 millions de dollars rien que pour cette année, pour que l'année prochaine, la culture de paix soit inscrite dans tous les programmes éducatifs de toutes les écoles. L'Algérie, qui le 16 mai, la ministre de l'Éducation nationale a sorti un décret pour que l'année prochaine la culture de paix soit inscrite aussi dans le primaire, en attendant pour que ça soit aussi le secondaire et l'universitaire. Il y a des universités qui aujourd'hui, avec qui on est en contact, qui vont ouvrir des chaires de la culture de paix. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit aujourd'hui dans la réalité du quotidien que nous vivons. La création aussi de cette Académie de paix commence à prendre forme. Il y a des pays qui bougent. Le 21, je vais être auditionné par l'Assemblée nationale française avec les députés et les représentants de la francophonie, pour là aussi voir comment on peut faire passer ces idées au niveau de l'éducation et comment construire cette notion d'académie de paix par la base et non par le sommet, c'est-à-dire juste une élite, mais que ça soit pris au niveau de la base, comment intéresser la société civile. Donc c'est tout un projet. Et là, je souhaite que vous nous aidiez à semer cet espoir, à semer cette espérance au niveau, notamment, ne serait-ce que pour nos enfants, nos petits-enfants, pour laisser aux générations à venir, leur laisser un espoir qu'ils puissent construire leur vie l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Comment retourner la situation d'aujourd'hui qui nous semble aller vers un saut dans l'inconnu. Comment aujourd'hui régler les problèmes encore par la violence, par les guerres, ça semble tout à fait inimaginable, et il faut que nous passions à un autre comportement et à d'autres concepts qui pourraient, pour réduire la tension, les peurs, les affrontements que la famille humaine, cette déchirure de la famille humaine, et comment la réconcilier, comment trouver les moyens matériaux, les moyens politiques, les moyens sociaux, les moyens intellectuels, comment mettre nos savoirs, nos avoirs, nos compétences au service
de la réconciliation de la famille humaine. Et ça, ça doit être un devoir pour nous. Je vous en prie, aidez-nous à faire passer ce message. Aidez-nous comme vous le pouvez, en parlant à votre voisin, en parlant à vos enfants, à vos familles. Vous connaissez tous des gens qui peuvent apporter des idées, qui peuvent apporter au quotidien. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un sourire vis-à-vis d'autrui? Le vivre ensemble commence dans la famille, entre les membres de la famille, les voisins, les citoyens de la ville ou du village. Et puis ça se répand à travers l'ensemble de l'humanité. Donc, mobilisons-nous. Quand cette idée est née en 2014, personne n'y croyait. C'était presque, on nous prenait pour des marginaux. Et oui, après 3 ans et demi de travail, de faire du porte-à-porte, eh ben, on a réussi quand même à réunir le consentement de tous les États, je dis bien de tous les États sans exception, membres des Nations Unies. Alors peut-être que le monde est en train de changer malgré nous, et il faut l'aider à ce changement. Mais ce changement, pas par la contrainte, pas par la violence, mais ce changement par la réconciliation, la médiation. Il faut qu'on utilise dans nos rapports la médiation pour qu'elle puisse nous cicatriser les blessures et nous permettre de mieux dialoguer, de mieux se comprendre pour l'intérêt de tous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc c'est un livre un peu un message. Vous verrez à l'arrière, il y a toute l'aventure de cette résolution. Il y a la résolution elle-même qui est dedans, et je voudrais que vous la répondiez là où vous êtes. Allez sur le site www.16mai.org, vous verrez, vous avez là tous les pays, toutes les idées, et les gens qui nous ont accompagnés dans cette aventure, et les pays qui aujourd'hui ont fêté ce 16 mai avec nous. Voilà, et maintenant, vos questions, si vous souhaitez poser des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Et courageuse. Quels sont les obstacles à cette culture de la paix? Les obstacles à la culture de la paix, c'est de dire on n'y peut rien. Nous, la première des choses, c'est de baisser les bras et dire moi je peux rien. Ça c'est le premier. Quand on a passé celui-là, tout devient possible. Mais les véritables obstacles, c'est quand même de persuader les pays à introduire dans leur éducation nationale des programmes sur la culture de paix. Parce que moi je pense que si nous-mêmes nous la réaliserons pas, nous n'allons pas le réaliser, mais je pense aux générations à venir, semer cette graine chez eux pour qu'eux puissent vivre dans un monde où la guerre sera considérée, la violence et la guerre sera considérée comme une maladie mentale chez l'être humain. Celui qui proclame la guerre, on dit il est fou. C'est-à-dire, c'est un rejet total de la violence, et que ce vivre ensemble s'inscrira par la culture de paix. Vous savez, la culture de paix, c'est quoi? C'est une relecture de notre propre histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on a lu l'histoire, notre histoire est fragmentée. Elle n'a jamais été lue dans le cadre de l'unité de l'avancée de la pensée humaine. Elle a toujours été étudiée, on a étudié la Chine, les Chinois, l'Empire, les Mongols,
quand on étudie le christianisme, ben, on s'arrête. Le christianisme, ça débute avec le Christ, et on s'arrête là quand on prend le judaïsme. Ben, on a fragmenté notre histoire. On ne l'a pas vu comme des briques qui se soutiennent l'une l'autre et qui ont construit la pensée humaine, construit le génie humain. On est toujours, notre lecture, elle n'est pas unitive. Alors, nous pensons, chacun de nous, forcément, ne voit pas l'autre comme son semblable, comme son frère en humanité. Il le voit comme l'étranger. Il le voit comme l'autre. Inaccessible parce qu'il a une autre culture, parce qu'il a une autre langue, parce qu'il s'habille différemment, parce qu'il mange différemment, parce que. Oui. Donc, on projette sur l'autre toute une image qui est déformante de la réalité. Et notre relecture, la relecture de notre histoire. Je vous prends un exemple. Récemment, on a fait une conférence à Lausanne sur l'Andalousie. Et juste la semaine où on a fait cette conférence, il y a un grand journal français qui est quand même Le Figaro, c'est pas Le Figaro Magazine, c'est un grand journal qui est lu par des milliers et des milliers de personnes. Il a fait un numéro spécial sur l'Andalousie. Je peux vous assurer que quand vous lisez ce numéro, quand vous arrivez à la fin, qu'est-ce que vous saisissez de l'histoire de l'Andalousie? Qu'est-ce qui vous reste? C'est que 8 siècles et demi, ça a été des batailles, des guerres, Voilà ce qu'on retient à la fin. Alors que ce n'est pas la réalité du tout. Entre le 9e et le 11e siècle, l'Andalousie a été le foyer d'un vivre-ensemble extraordinaire avant l'heure. Entre juifs, chrétiens et musulmans, c'était un moment exceptionnel. Mais si on prenait l'histoire de la Sicile, c'est pareil. Donc, une relecture de l'histoire qui nous ramène à ne pas considérer que les chocs, que les divisions, que les batailles. Parce que si on prend la Suisse et on va disséquer l'histoire de la Suisse, eh ben on va voir aussi que la ville de Neuchâtel et la ville de machin se sont bataillées depuis jusqu'à ce qu'il y ait un homme saint qui a dit bon ben vous les Suisses réunissez-vous et c'est Saint-Nicolas de Flux, un homme simple, un paysan, mais un saint homme, un homme qui avait à la fois la raison et qui avait du cœur, a fait une unité, et la Fédération suisse a compris que la force était dans son unité. Donc, si nous continuons dans cette voie de non-reconnaissance qu'il y a un fil invisible qui nous relie, qui relie l'humanité, par notre biologie déjà. Nos gènes sont les mêmes. Notre biologie, nous venons tous d'une même famille, biologiquement parlant. Plus de cela, voir que le génie humain, celui qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, ce fil conducteur qui nous a de génération en génération, de culture en culture, de civilisation en civilisation, l'humanité s'est passée le savoir, les connaissances, le savoir vivre, chaque civilisation y a contribué à sa façon. Et on peut nier aucune. Les Chinois, les Indiens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, l'arabo-musulman, les
les Amérindiens, et je passe, toutes les civilisations nous ont laissé une trace, pas négative, mais une trace positive. Ils nous ont laissé un plus, ils ne nous ont pas laissé un moins. Donc si nos enfants, on puisse les diriger vers cette culture de paix qui va leur permettre une nouvelle lecture, une nouvelle vision du monde. Donc ça changera au niveau des rapports diplomatiques, politiques, sociaux. Si on met ces valeurs au centre de notre société, au centre de l'humain, quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'on met au centre? Quelles sont les valeurs aujourd'hui qui soutiennent et nourrissent notre conscience? Dites-moi. Allez-y. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je peux vous assurer. Aujourd'hui, c'est ce que héritent de nous nos enfants, c'est plus du stress, et c'est plus le chacun pour soi, et on dit nous-mêmes à nos enfants, bats-toi pour réussir dans notre langage au quotidien. Pour réussir, il faut te battre. Pour réussir, il faut être le meilleur. Pour réussir, il faut battre etc. Nous les mettons dans la compétition en permanence. Nos bébés, aujourd'hui, ils ont 4-5 ans, ils savent manipuler un ordinateur mieux que moi. Mais regardez leur état psychologique, le stress qu'ils subissent, parce qu'on viole leur enfance. Ils n'ont pas le temps de vivre dans cet état d'enfance où il y a un imaginaire qui se forme, où on voit à la fois l'ogre, mais les fées, le petit chaperon rouge. Chaque tradition a formulé à sa façon pour que l'imaginaire d'un enfant s'enrichisse, s'épanouisse. Nous, aujourd'hui, tout de suite, on les met en boîte. Ils ont un cadran, ils ont, comment ça s'appelle, les tablettes, et ils sont embrigadés tout de suite, ils sont machinisés tout de suite. Et on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est sur le plan pratique. Et puis, les parents qui délèguent à l'école l'éducation de leurs enfants, et l'école qui délègue à qui? Elle ne sait pas, ils sont débordés, on ne sait plus à qui. Et donc on change de programme, on change mais on tourne en rond. Parce qu'on est dans un monde de platitude, on est dans un monde de l'horizontalité. Et quand on produit quelque chose, on rajoute encore à l'horizontalité, mais on n'a pas le courage de dire stop, il nous faut la verticalité, il nous faut des valeurs. Nos enfants ont besoin de valeurs, notre humanité a besoin de valeurs. Et ces valeurs, c'est pas de l'argent. Elles ne sont pas économiques. On ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les mettre dans un coffre. Ces valeurs, c'est votre propre expérience, le vécu de votre propre expérience. C'est la seule chose. C'est vous, c'est en vous, et c'est ce qui sort de vous, à travers vos actes, à travers vos relations. Bien sûr, ça demande, c'est un combat. C'est un combat, et il ne faut jamais désespérer. J'ai dit tout à l'heure que même s'il restait 1% de chance, il faut y aller. Dans votre plaidoyer pour le vivre ensemble, il a aussi été cité tout à l'heure que vous travaillez pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la femme et l'homme. Où en est-on? Est-ce qu'il y a des régions du monde où c'est plus difficile? Quelles sont les régions qui sont plus avancées?
J'ai ma petite idée, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, qu'il y ait des régions qui sont plus avancées que d'autres, ça, ma foi, on le sait, et c'est pas la peine de le souligner, mais les choses avancent, oui. Quand vous voyez les dernières... moi, je n'aime pas citer les pays ou les gens, mais bon, regardons l'Arabie Saoudite, qui interdisait à la femme de conduire. Donc, derrière conduire, ça veut dire sortir. Donc, ça veut dire reconnaître au moins à la femme c'est une reconnaissance de maturité. Elle est mature. Elle n'a pas besoin d'être accompagnée par un tuteur, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut voter pour elle. Qu'elle peut s'inscrire demain pour, je sais pas, dans le cadre d'un conseil municipal ou d'une représentation. Donc, les choses, oui, les choses avancent. Mais on a aussi l'autre revers de la médaille, c'est la compétition entre hommes et femmes. Et ça, c'est l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire ce qu'on est en train de gagner par là, on le perd de l'autre côté. Parce que la femme perd sa féminité. Et c'est un danger. En tous les cas, selon moi. Parce que le féminin, bien sûr, il caractérise plus la femme que l'homme, mais le féminin est quelque chose qui est en nous. Nous sommes tous, quelque part, nous avons cette double réalité en nous. Et le féminin, il porte en nous toute cette partie moi je dirais de douceur, de tendresse, d'espérance, de voir le monde autrement, parce que le féminin enfante, et l'être qui enfante, il connaît le prix, il connaît le prix de la vie. Et pour moi, le vivre ensemble ne pourra pas se réaliser si les femmes ne prennent pas parti dans cette entreprise. Parce qu'elles sont la mère, parce qu'elles sont l'école, et avant même notre naissance, nous sommes influencés par nos mères. Il ne faut pas l'oublier. Un fœtus est déjà influencé par sa mère. Il ne connaît pas son père, mais sa mère, c'est pas qu'il la connaît. Il vit, il partage la vie avec elle pendant 9 mois. C'est différent. Donc il partage les émotions. Il partage quelque chose de subtil avec l'être qui le porte. Donc je crois que les enjeux sont là, c'est que la femme retrouve sa féminité, parce qu'elle peut sauver le monde. Une dernière question? Je vais aller un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. On dit dans le monde musulman, Oui. Le paradis, symboliquement, se trouve sous les pieds de la mère. Donc ça c'est une forme de respect, effectivement, de la femme en tant que génitrice de vie. Et j'ai envie de rajouter une autre phrase concernant ce que vous avez dit plus tôt. J'ai lu dernièrement une pensée amérindienne, donc les Indiens d'Amérique. Et il disait que l'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Par contre, s'il touche à un fil de cette toile, il se fait du mal à lui-même. Et je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez et tout ce que, merci. À travers votre engagement, parce que ce que vous avez fait, vous avez créé, appelons-le, un égrégore de paix. Vous avez créé cette énergie de paix en favorisant cette journée. Et j'espère que cet égrégore et que cette énergie de paix va s'agrandir, s'enrichir. Et Inch'Allah. Merci. Merci, chef. Merci, Fabien, merci beaucoup. Alors, une dernière question ici. Oui, alors moi la question que j'avais, tout à l'heure, Michel Heller nous a raconté la plaisanterie des diables.
Oui. Tout à l'heure, Michel Heger nous a raconté la plaisanterie des diables, et le troisième disait je vais leur dire qu'ils ont le temps. Voilà. Puis je veux juste faire le contraste. Vous, dans ce livre, vous soulignez l'importance de la miséricorde, et puis vous écrivez dans le cœur de l'être, la miséricorde se renforce en pensant à la mort. Voilà, c'était ce contraste que j'avais. Mais oui, parce que le temps compte. Chez tout homme intelligent, je crois que cette journée est une journée de moins dans notre vie. Nous sommes inconscients, mais c'est un fait. Elle ne reviendra pas. C'est un jour de moins dans notre vie. Et le plus inconscient des inconscients, c'est que nous fêtons nos anniversaires. C'est-à-dire, nous fêtons en disant, nous avons moins de X temps. Et nous les fêtons. Si on était conscient, on dirait, mais le temps qui me reste, je vais en profiter au maximum. M'améliorer, être bon, vivre avec douceur, manger bien, m'habiller bien, m'éduquer bien, laisser une image de moi, parce que le temps est précieux. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans ma vie. Imaginez quelqu'un qui a un compte en banque. Et chaque jour, il va en retirer une somme donnée. Ben, il suffit que quand il reçoit à la fin du mois ou à la fin de l'année voilà, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit l'argent qui lui reste. Nous tirons chaque matin, quand nous réveillons, nous tirons notre chèque et nous le consommons. Qu'on le veuille ou pas. C'est ainsi. Et ce qui nous reste est toujours moins par rapport à ce qui nous a été donné au départ. Parce qu'on ignore combien il nous reste. Mais certainement moins que ce qu'on a reçu au départ. Même celui qui a un jour, il est né, il a un jour, il a tiré un chèque. Son chèque d'un jour, il l'a tiré. Et il a un chèque de moins dans sa vie. Un jour de moins dans sa vie. Donc si on était conscient que le temps est quelque chose de précieux, oui, on comprend l'anecdote du diabloutin on leur a pris une bonne leçon. Si je vais la dire qu'ils ont le temps, eh bien on n'a plus le temps. Il faut y aller au charbon. Merci. Merci beaucoup, Chir Bentounès. Je vous rappelle qu'en bas, juste sur la gauche, il y a une table où le Chir Bentounès va dédicacer tous les livres. Tous les livres, je ne sais pas si j'aurai le temps, parce Les que j'ai un personnes avion à vivantes. prendre. Oui, il a un train à prendre, donc... Et surtout un avion pour le Canada. Donc voilà. Prends un train plus un avion, donc ça fait... Voilà. Donc, les personnes qui attendent cette dédicace, rendez-vous à ce stand pour une signature. Merci beaucoup. Merci à vous tous.